Alors, je vous propose effectivement donc une ultime conférence, tout aussi intéressante que ce que vous avez vu pendant ces 2 jours. 2 jours qui ont été consacrés, bien entendu, à la mobilité numérique et les opportunités que la mobilité numérique peut nous apporter en matière de data, on en a beaucoup parlé, en matière de parcours client connecté, en matière d'innovation, en matière de transformation aussi des organisations. Bref, un panorama qui a été très riche. Et je vous propose maintenant de clôturer cette journée avec Thomas Husson. Thomas Husson, bonjour. Qui est vice-président analyste au sein du cabinet d'études et de conseil Forrester. L'objectif étant de nous faire un peu une synthèse prospective autour de la mobilité numérique. On sait aujourd'hui que vous observez en fait les usages, les tendances, les évolutions des modèles. Alors vous allez peut-être nous dire qu'est-ce qui nous attend dans le futur en matière de mobilité numérique. Et vous avez votre micro. Je vous laisse prendre la parole. Merci Majda. Je vais essayer effectivement de donner un éclairage un peu différent par rapport à ce que vous avez entendu jusque-là. Il y a eu 2 jours de conférence, donc forcément, je vais peut-être répéter des éléments ou des choses que vous avez déjà en tête. Mon objectif, c'est de présenter les choses peut-être sous un angle que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, ou de vous apprendre au moins une chose. Si j'arrive à ça, je serai content et j'aurai réussi ma mission. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est de ce que chez Forrester, on appelle le Mobile Mindshift. Les slides sont en anglais, donc je vais expliciter ce que j'entends par là, ce qu'on entend par là, mais c'est d'abord et avant tout l'idée que le mobile a changé fondamentalement, pas simplement la façon dont on vit et dont on communique, dont on interagit avec son environnement, mais a changé les attentes des consommateurs, les attentes des individus, dans la façon dont ils interagissent avec leur environnement, avec des marques. Et ça, c'est un changement qui est fondamental. Alors avant de parler un peu du futur et de partager avec vous quelques tendances, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière, très précisément il y a 7 ans. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez précisément de ce que vous faisiez le 2 avril 2007. Si vous étiez déjà dans la société pour laquelle vous travaillez. Moi, j'étais déjà analyste chez Forrester. À l'époque, c'était intéressant de regarder ce qui se passe dans le mobile, mais c'était encore pas mal l'époque du WAP, il n'y avait pas l'iPhone, Android n'existait pas, Twitter n'existait pas, Facebook existait depuis quelques mois comme site public ouvert, YouTube avait été racheté par Google depuis à peu près 1 an pour 1,5 milliard de dollars. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis, c'est assez phénoménal. On parle aujourd'hui d'un parc installé de smartphones de 2 milliards de terminaux, donc des enjeux colossaux en termes de transformation. C'est pour ça qu'on pense que le mobile va être plus disruptif que le web, parce que contrairement au web, il s'étend extrêmement rapidement dans les pays émergents où il n'y a pas forcément aujourd'hui d'infrastructures fixes et d'internautes. Facebook, je sais qu'il avait quelques mois, qu'il était ouvert depuis quelques mois comme site public. La semaine dernière, on a franchi le cap du milliard d'utilisateurs mensuels. Donc, pareil, une convergence extrêmement forte entre le mobile et les réseaux sociaux. YouTube, je disais, avait été acheté par Google depuis peu. Si on ne se situe pas en 2007, mais simplement en 2011, est-ce que vous avez une idée du trafic qui était généré depuis les mobiles pour YouTube? « 5, 10%? C'était 6% il y a 2 ans. C'est juste 40% aujourd'hui. Donc en 2 ans, un shift phénoménal. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le mobile, ce n'est pas simplement un nice to have, c'est un must have. Quand on entend la Fnac hier qui nous dit on fait 20% du trafic qui vient sur mobile, vous avez d'autres retailers aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, et même certains en France, qui sont déjà au-delà des 40-50%. Et le problème, c'est quand on a un taux de transformation qui est faible sur le mobile, ça devient un enjeu business. Si vous avez la moitié de votre trafic et que vous convertissez moins bien, il faut vraiment une logique must-have et passer sur une logique, donc on entend parler beaucoup de mobile first, ça ne veut pas forcément dire que le mobile prend la priorité, ça veut dire qu'il faut concevoir et intégrer le mobile systématiquement dans l'ensemble des déploiements digitaux. Et au-delà du digital,
ce qui est la vraie révolution du mobile, c'est que ça va changer le business tout court. C'est-à-dire que le mobile va au-delà du digital. Et un bon exemple, c'est dans le domaine des paiements. PayPal est perçu comme un pure player Internet. Aujourd'hui, PayPal, à travers un certain nombre d'acquisitions, comme Mylo, par exemple, qui fait de l'inventaire du stock en temps réel, à travers l'acquisition de Red Laser, un système de barcode produit, à travers Hunch, qui fait de la recommandation produit, est en train petit à petit d'entrer avec une logique de wallet sur le marché des paiements offline et des transactions physiques. Et donc, grâce au mobile, grâce au pouvoir du mobile, on peut rentrer sur de nouveaux territoires et de nouveaux business. Et donc, ce n'est pas simplement un canal. On voit des sociétés, j'évoquais tout à l'heure pour ceux qui étaient à la crêpe party, Uber et d'autres sociétés, qui créent des business nouveaux à partir du mobile. Et pour reprendre l'exemple de PayPal, il y a 2 ans, donc en 2011, il faisait 4 milliards de dollars. Il générait 4 milliards de dollars en valeur sur le canal mobile. Ils ont confirmé, ils ont dépassé leur objectif de 20 milliards fin 2013, puisqu'on est à 27 milliards de dollars aujourd'hui. Donc un phénomène qui s'accélère extrêmement rapidement et qui, au-delà des chiffres, pour partager avec vous le changement fondamental, je pourrais continuer et égrener encore beaucoup de chiffres comme ça, mais vous en êtes déjà conscient. Le changement fondamental, il est dans les attentes consommateurs. Et je voudrais juste illustrer ça à travers un visuel que vous avez certainement déjà vu parce qu'il circule pas mal sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée de cette image et de ce à quoi elle correspond ? Oui, j'imagine. Certains font référence Saint-Pierre de Rome, effectivement, ça a été pris. Cette photo a été prise en 2005 à la mort du pape Jean-Paul II. Et comme vous le voyez, en 2005, c'était encore avant 2007, il y a vaguement un petit flip phone en bas à gauche de l'écran pour vous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le photographe qui a pris cette photo était là aussi pour l'introduction du pape François. C'est un photographe de la Associated Press qu'on a interviewé dans le cadre de ce livre qu'on va publier sur le Mobile Mind Shift. Et en gros, ce qu'il nous a dit, c'est j'ai réalisé que le phénomène, il n'était pas uniquement dans la fumée blanche et le fait qu'on avait choisi un nouveau pape, il était dans le fait que voilà, les gens, aujourd'hui, sortent leur téléphone, même certains leur tablette, à n'importe quel moment. Et c'est ça qu'il s'est rendu compte, il s'est dit, il y a un vrai phénomène qui est en train de se passer. Et c'est ça que nous, on définit comme le Mobile Mind Shift, c'est-à-dire le fait qu'on a une attente et que cette attente, on doit y répondre en fonction d'un besoin, d'un contexte. Vous avez aujourd'hui 40% des possesseurs de smartphones qui s'attendent à avoir une application quand ils vont dans l'App Store. 70% qui s'attendent à avoir un site web mobile digne de ce nom. Et jusqu'à 25%, un quart, qui s'attendent à avoir une expérience différente en fonction du lieu où ils se trouvent. Et donc la difficulté pour les entreprises, c'est de répondre à cette attente. On s'en est tous conscients, on l'a tous fait à un titre individuel, ce changement. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que les entreprises, et ça va bien au-delà du marketing ou des applications métiers, doivent évidemment faire en sorte de construire ces services géolocalisés et contextualisés. Et c'est ça le changement fondamental. Au final, il y a l'interaction effectivement entre le device et l'application. Donc quand on parle d'application, on parle au sens large, pas simplement des applications, ça peut être de l'hybride, ça peut être du natif, ça peut être des sites web mobiles, on va dire de services mobiles. Et puis il y a ce qui se passe dans l'esprit du consommateur, cette attente où voilà, jusqu'à 150 fois par jour, les gens vont consulter l'écran de leur smartphone. Ça a des implications énormes au niveau des entreprises, à la fois au niveau des plateformes, au niveau des process, et au niveau de la culture de l'entreprise et de l'organisation et des compétences des différents individus. Et le Mobile Mind Shift, cette notion de moment mobile où je sors mon téléphone, mon smartphone et je veux avoir un service qui correspond à mes besoins à un moment T, ça se passe à ce moment-là. Et ça suppose de revoir, au-delà de Mobile First, ça suppose d'anticiper et de mieux comprendre les attentes des consommateurs pour pouvoir servir et individualiser en fonction du parcours client. Et si on illustre ça dans le domaine du voyage, par exemple, typiquement, ça veut dire pour une compagnie aérienne de pouvoir offrir des services qui sont contextualisés en fonction du moment. C'est-à-dire que si c'est 2 jours avant de prendre mon avion, si je me connecte, la probabilité que je veuille regarder ma réservation ou changer de réservation est forte.
En revanche, si c'est 2 heures avant d'embarquer, je vais vouloir regarder l'heure de départ, la gate de départ, etc. Et ça, tout au long du trajet, ou pour certains comme Delta aux États-Unis qui offre du Wi-Fi au moment de l'avion, quand on va se connecter à l'application, on va vouloir accès à de l'entertainment, un certain nombre de services à destination. Donc tout ça paraît simple sur le papier, mais évidemment pour le mettre en œuvre, il a fallu que les compagnies aériennes reconstruisent, repensent leur architecture d'entreprise, changent énormément de process, revoient leur système de réservation et autres. Et on voit que des acteurs dans l'aérien, mais aussi dans le retail, dans la banque, au-delà de la partie front-end, développement des applications, aujourd'hui, la majeure partie du coût, elle est sur cette intégration sur les systèmes business technology, sur un ratio de 80-20. Et vous avez des sociétés, des grands groupes multinationaux qui investissent aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont en pointe, entre 50 et 100 millions d'euros pour faire en sorte qu'on puisse délivrer ces expériences contextuelles. Quand je dis 50 à 100 millions d'euros, ça intègre énormément de choses, de la formation des individus, à le recrutement de nouvelles compétences, en développement d'applications, en design, en infrastructure, en connexion de ces systèmes à des back-ends d'entreprise, à des CRM d'entreprise. Donc un enjeu de transformation de l'entreprise pour pouvoir délivrer ce type de service. C'est vrai dans l'aérien, c'est vrai aussi dans le retail, où on va vouloir offrir une expérience contextualisée et des services, des features différentes selon que la personne est chez elle, qu'elle est dans votre magasin ou qu'elle est dans un magasin concurrent. Et il y a aujourd'hui des retailers qui mettent en place ce type de service. On ne parle pas simplement évidemment d'expérimentation. Des Walmart aujourd'hui offrent ce type de service où automatiquement votre téléphone bascule quand vous êtes dans le magasin avec d'autres services spécifiques qui peuvent être du couponing, qui peuvent être de la navigation à l'intérieur du magasin pour pouvoir trouver le produit que vous recherchez. Donc ce type de services sont déjà aujourd'hui développés et c'est ça qui fait une différence fondamentale, c'est que le mobile est effectivement le lien avec l'environnement physique et il faut penser le mobile comme, presque comme un algorithme. C'est-à-dire que si on prend un petit peu de recul, il y a 15 ans, Google, avec Google Search, a lancé un algorithme extrêmement puissant qui permet de faire le lien entre mon intention, le mot-clé que je tape, et de l'information disponible. Si on pense le mobile comme un algorithme entre les mondes offline et les mondes online, c'est encore plus puissant parce qu'on peut, derrière, pas simplement interagir avec la personne en fonction de son lieu et en fonction d'un moment donné, on peut commencer à prévoir les comportements consommateurs. Comme sur cette heatmap, typiquement ici de la région Normandie, où on peut identifier, en agrégeant des données, en les anonymisant, anticiper le profil des personnes et en intégrant d'autres flux de données, pouvoir dire telle ou telle personne, tel ou tel segment de clientèle, tel ou tel segment d'individus, en fonction de tout un tas de paramètres, s'il pleut ou s'il ne pleut pas, voilà les endroits où ils vont aller, les lieux physiques où ils vont aller. Et donc l'idée derrière, et Gilles va parler de big data après moi, c'est vraiment de dire que on peut utiliser à travers le mobile, comme on peut le faire à travers les réseaux sociaux, récupérer énormément de données contextualisées pour améliorer l'engagement consommateur sur d'autres canaux, pas forcément sur le mobile. Vous avez aujourd'hui des tas et des tas de tests qui sont mis en place où on peut savoir le profil des personnes qui passent autour d'une 4x3 par exemple, simplement en récupérant ces données contextualisées. Donc ça va évidemment poser des questions sociétales extrêmement fortes autour de la notion de vie privée. On sait tous que le mobile qu'on a toujours avec nous est le device le plus intime que l'on possède. Et pour juste bien, que vous l'ayez tous bien en tête, on va faire un petit exercice collectif. Je vais vous demander tous de prendre vos smartphones, je sais que vous en avez, de sortir de vos poches, de vos sacs. Je vais vous demander de taper le code, si vous en avez un, et de le passer à votre voisin. Alors bon, les rangs sont, je ne vois pas bien, mais les rangs ont l'air assez parsemés. Donc peut-être vous étirez ou vous retournez pour faire l'exercice avec la personne qui est derrière vous. Vous l'avez fait? Non, vous ne voulez pas. Alors c'est marrant parce que je fais ce truc-là dans différentes conférences dans différents pays et les réactions sont extrêmement variables.
selon les audiences, etc. Il y a des gens qui, particulièrement en Allemagne, où la problématique de vie privée est encore plus culturellement perçue différemment, les gens étaient hors de question, et dans d'autres cas, les gens le passent et n'arrêtent pas de parler, de référer sur les applications qu'ils ont, les photos, etc. Mais l'idée derrière, c'est de dire que c'est vraiment le device le plus personnel que l'on a, et que donc, derrière, cette notion d'intimité est clé. Donc il va y avoir des enjeux, effectivement, autour de la vie privée, mais on peut parfaitement agréger et anonymiser des données pour améliorer l'expérience au-delà du mobile. Et c'est ça, je pense, le changement fondamental, c'est que le mobile va changer, transformer des business entiers, parce que ça va au-delà du digital, ça fait vraiment ce lien avec l'environnement physique. Ça, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est pour mettre en place ces services. Quand je parlais de 50 à 100 millions d'euros d'investissement pour un certain nombre de grandes multinationales, c'est parce qu'il faut changer les plateformes, il faut changer les process et il faut changer l'organisation, la culture et les compétences des équipes. Et ça, pour le mettre en place, une vision parle beaucoup de big data. Alors nous, on n'est pas forcément fans de ce terme-là, on parle plutôt de smart data et d'utiliser des données pour, au final, faire ce qu'on appelle de l'analytics prédictif, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en récupérant ces données. On peut commencer à anticiper les comportements consommateurs pour délivrer des expériences qui sont contextuelles. Et ça, on peut le faire à travers tout un tas de sources, on peut le faire à travers tous ces capteurs qui sont dans les terminaux aujourd'hui, on peut le faire à travers des réseaux sociaux, tout ce qui est social listening platform, social graph, etc. On peut le faire, et on va le faire de plus en plus, à travers tous ces terminaux dits intelligents, les Nest, les WeThings, etc., qu'on peut considérer comme un effet de mode aujourd'hui, mais qui vont arriver, c'est sûr et certain, cet Internet des objets, qui sera connecté soit directement au smartphone en tant que hub central, soit connecté via d'autres interfaces et d'autres technologies, avec ce qu'on appelle les systems of record, c'est-à-dire en gros tout ce que vous savez déjà sur vos consommateurs, leurs préférences, leurs achats passés, leurs profils, etc., avec des données que mes collègues américains appellent Public as a Service Capabilities, donc en gros tout ce qui est open data, qui est mis à disposition par les gouvernements, tout ce qui est cartographie, donc des données auxquelles on peut accéder et qu'on peut mapper avec d'autres services. Il faut évidemment des logiques de curation en fonction des différents terminaux, parce que le smartphone, même si ça devient le point d'entrée principal ou la première interaction, il va y en avoir d'autres et on va être sur une logique de continuité d'expérience avec les tablettes, avec les laptops et avec ces nouveaux devices qui vont arriver. Et tout ça dans une logique prédictive. Et c'est ça qui permet derrière de délivrer des services qui sont réellement contextualisés. Alors ça suppose un changement, ça veut dire qu'il faut passer d'une logique de système de record à des logiques de système d'engagement où on a tout un tas d'interfaces, que ce soit avec des employés, pour des services à disposition, mis en avant pour des employés, ou pour des consommateurs finaux. Et dans l'approche traditionnelle de Systems of Record, où on part de la transaction, on investit énormément dans le hardware, l'infrastructure, le network, et puis la partie expérience utilisateur, data, est réduite presque à la portion congrue. Alors que dans une logique mobile, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on part de l'expérience utilisateur, on parle de ce moment mobile qu'il faut identifier, où il faut mieux appréhender les attentes des consommateurs à travers différents types de recherches, que ce soit de la recherche ethnographique ou tout simplement des logiques de journée mapping, où on va essayer de comprendre, comme j'essayais de le montrer tout à l'heure sur les environnements, dans l'exemple retail ou dans l'exemple aérien, le moment où on peut interagir avec le consommateur. La partie data va prendre énormément d'importance et la partie software aussi, alors qu'à l'inverse, les investissements dans la partie infrastructure et network vont être de moins en moins importants. Donc c'est un basculement dans l'approche presque philosophique qui est faite et aussi dans les investissements. Parce qu'une bonne partie de ces ressources, infrastructures et réseaux sont disponibles à travers ces plateformes digitales type Amazon Cloud et autres services. Donc c'est vraiment une logique où on passe de l'IT à une approche business technologie en support des métiers pour contextualiser les offres. Et donc on pense, quand je dis on, c'est l'approche collective de Forrester, c'est de dire que le mobile va transformer les entreprises et va être le plus grand re-engineering qu'on ait vu depuis le PC. Si on se concentre uniquement sur la partie front-end, le développement des apps et des sites web mobiles,
ça ne fonctionnera pas. Les sociétés qui, encore une fois, investissent plusieurs dizaines de millions d'euros, elles investissent dans des process, dans du staffing, avec de nouvelles compétences, AppDev, expérience. Elles investissent dans de nouvelles formes de gouvernance, elles investissent dans des systèmes de back-end et de CRM, elles refont leur politique de vie privée. Donc c'est un changement qui doit avoir lieu au niveau de l'organisation. Et malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas une transformation qui a encore lieu en France, elle a lieu dans d'autres pays, aux États-Unis, en Corée du Sud, etc., où il y a une vraie vision de l'entreprise, du board, qui dit le mobile a des enjeux stratégiques et si on veut pouvoir mettre ça en place et updater une application régulièrement, il faut qu'on change la façon dont on travaille et il faut qu'on change nos process et nos plateformes. Et le résultat de tout ça, c'est que si on peut être dans cette interaction avec le consommateur, soit il y a deux options, soit vous y êtes, soit c'est quelqu'un d'autre qui sera à votre place. Et c'est pour ça qu'on pense que de plus en plus, le mobile va être un élément de différenciation absolument central. C'est vrai ici, c'est encore plus vrai dans les pays à forte croissance, Brésil, Russie, Chine, Inde, etc. Et c'est déjà le cas dans les pays qui sont plus en avance de phase comme les États-Unis. Voilà, je ne veux pas mordre sur le temps de Gilles, donc je voudrais vous remercier pour votre attention et j'ai juste une petite demande pour vous si ça vous intéresse. On fait une étude en ce moment, vous avez le lien ici, c'est un questionnaire, ça prend à peu près 20 minutes pour y répondre et ça nous permet derrière de benchmarker, d'agréger les résultats de différentes entreprises. Et donc si vous participez à ce questionnaire sur le rôle du mobile dans vos entreprises, on vous enverra derrière les résultats de l'étude et la synthèse des résultats pour que vous puissiez vous benchmarker dans votre approche. Voilà, je vous remercie et Majda, je te merci laisse beaucoup Thomas, présenter c'était Gilles. très intéressant. Et Merci. Merci. Et j'appelle maintenant Gilles Babinet, notre digital champion auprès de la Commission européenne. On l'a compris, finalement, le futur de la mobilité va passer par la capacité des entreprises à être plus proches de leurs consommateurs, des usagers, de leurs clients. Mais finalement, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau? Dites-nous. Alors c'est toujours le problème d'intervenir après Thomas, c'est qu'il a bousillé ma présentation et j'ai plus grand-chose à vous dire maintenant. Mais quand même, je crois qu'il y a quelques notions qui manquent. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, il manque 2 lettres. C'est pas Bab, c'est Babji. À ce propos. Alors, ça c'est une notion que vous savez tous, vous connaissez tous, c'est cette révolution digitale. Et je crois que c'est intéressant qu'on essaie d'insister un tout petit peu dessus. Moi, il y a quelque chose qui me frappe et c'est la déclaration de Michel Bon, qu'il a fait en 1996, lorsqu'il a pris la présidence de France Télécom. Il a dit, voilà, notre filiale Itinéris, elle a un objectif en 2000, c'est d'avoir 1 million de clients. Elle en avait 16 au croisement du millénaire, donc il s'était trompé d'un facteur 16. Et je crois que ça illustre bien la révolution numérique et digitale à laquelle le monde a été confronté, qui est absolument extraordinaire. Je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que sur Terre, à l'instant où nous parlons, il y a 2 fois plus de gens qui ne sont pas connectés à l'électricité, au réseau électrique, que de gens qui n'ont pas de mobile. Voilà, donc c'est une révolution qui a été, je pense, quelque chose comme 15 fois plus vite, 10 à 15 fois plus vite que la révolution électrique, puisque la révolution électrique n'est pas encore arrivée partout et elle a été supplantée par cette révolution mobile. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, Thomas l'a évoqué, c'est le fait que les pays en développement génèrent des nouveaux usages, des usages parfois totalement inattendus. Par exemple, quelque chose que j'aime bien mentionner, c'est le M-commerce. Eh bien, c'est quelque chose qui, très clairement, est emmené par l'Afrique. Vous connaissez M-Pesa. M-Pesa, c'est aujourd'hui 40 à 50 millions d'utilisateurs, 20 millions seulement au Kenya, un pays qui compte 40 millions de personnes. À tel point que M-Pesa a fait en sorte que l'asset global de la Banque centrale a augmenté parce qu'on a formalisé de l'économie qui auparavant était informelle, c'est-à-dire c'était du cash que les gens se passaient. Et en passant par une banque, eh bien, on a réussi à rendre visibles des transactions auparavant cachées. Alors, je voudrais vous parler de quelques tendances qui me semblent importantes. Et la première d'entre elles, c'est une tendance que j'observe beaucoup,
c'est la disparition de la technologie. Les mobiles, d'une certaine manière, en simplifiant notre vie, l'ont simplifié aussi parce que les technologies sont devenues plus unifiées. Je crois que ce que l'on va voir apparaître, c'est la disparition du smartphone en tant que tel. On commence à l'évoquer dans un certain nombre de magazines, travaux de recherche aux États-Unis. C'est l'idée que les objets connectés vont supplanter en termes d'usage le smartphone. Siri est un bon exemple. En parlant à votre téléphone, vous pouvez réussir à accéder à des services extrêmement sophistiqués et vous n'avez plus nécessairement besoin de voir votre smartphone, de travailler avec votre smartphone. Et cette notion, et au-delà de ça, c'est la disparition de la technologie. La technologie est amenée à disparaître et plus la technologie est efficace, moins on la voit. Je crois que c'est une tendance fondamentale qu'il faut avoir à l'esprit quand on développe des services, quand on développe de la technologie, c'est de se dire que l'usager, l'utilisateur, n'a pas nécessairement le besoin de visualiser, d'être impacté par la technologie. Et le plus votre produit est technologique, le moins il est abouti en termes d'usage. Les bons produits sont des produits invisibles. La deuxième notion qui est évidemment importante, c'est le transfert de valeur entre la technologie et le service. Jusqu'à présent, les sociétés qui ont réussi à faire de très gros profits dans l'industrie que nous connaissons, c'est des sociétés qui ont longtemps été dans le domaine du hardware. On se souvient tous de Nokia qui est l'étoile tombante dans le domaine du mobile, qui a pour ainsi dire aujourd'hui presque disparu en termes de part de marché. Mais au-delà de ça, ce que l'on voit, c'est que des très grandes sociétés, comme Apple par exemple, se précipitent vers l'intégration de services. Je viens d'évoquer Siri, mais il y en a d'autres, en se disant, finalement, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'on amène de la valeur ajoutée chez le consommateur. Notre métier, ça n'est pas de fabriquer des ordinateurs. Notre métier, c'est de rendre des services à très très forte valeur ajoutée. Donc c'est évidemment une notion qui est corrélée à la précédente, mais qui, je crois, est très importante et que l'on verra tout au long de la décennie se développer de façon plus importante. C'est l'intégration de services qui est évidemment importante. Et la troisième notion, une notion aussi fondamentale, c'est le fait que l'expérience utilisateur, d'une façon générale, qu'il s'agisse de services de voix, qu'il s'agisse de navigation au sein d'un téléphone, est en train de se standardiser à une échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a même entre les plateformes différentes, Mac ou Android, il y a un certain niveau de standardisation dans la façon dont, par exemple, on pince son écran ou on accède à des apps, et que cette standardisation est en train d'accélérer, d'une part parce qu'on utilise tous à peu près les mêmes standards technologiques, TCP/IP et consorts derrière, mais au-delà de ça, parce que c'est une exigence forte des consommateurs d'avoir une expérience unifiée et qui soit standardisée d'un bout à l'autre de la planète. La dernière notion, et qui a été évoquée tout au travers de ces trois derniers concepts, c'est la notion d'intégration de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous naviguons entre différentes apps, entre différents services, entre différentes technologies, et aujourd'hui, c'est l'émergence de la personne, de l'individu, en tant qu'interface unique face à des technologies qui communiquent entre elles au travers de la data pour faire en sorte qu'on ait une expérience qui soit puissante, unique, unifiée, et qui requiert finalement une standardisation au-delà même entre les différents offreurs de services que nous pouvons utiliser. Et à ce titre, je voudrais vous faire part d'une notion qui me vient souvent à l'esprit en ce moment. Moi, je travaille dans une société de big data qui s'appelle Captain Dash, qui fait du dashboard. Et ce que nous voyons, c'est qu'à long terme, le marketing est destiné à disparaître. Alors, je m'explique pourquoi cette idée. Eh bien, finalement, le marketing, c'est la perception que vous avez quand vous êtes agressé par un service qui ne vous est pas destiné. Si quelqu'un cherche à me vendre un parfum pour femme, et le fait de façon intense, m'envoie beaucoup de publicité à cet égard, je vais juger que c'est une agression et que c'est une forme de marketing que je ne souhaite pas. Et ça nous arrive absolument tous les jours, puisque je crois qu'on est exposé entre 600 et 2000 fois par jour à différentes marques. Et toutes ces marques, évidemment, nous ne les sollicitons pas pour ce faire. Eh bien, je crois qu'avec la data, avec le profiling, avec la maîtrise de l'intégration de ces services, on va assister à la disparition du marketing. Et lui n'a pas compris ce que je suis en train de dire, pour faire en sorte qu'on ait une expérience qui soit totalement unique. Je m'explique. Vous voulez, par exemple, partir en voyage
eh bien, on a compris que c'était votre intention et vous voyez des propositions qui sont propices à ce que vous souhaitez faire. Vous voulez aller au ski et ainsi de suite. On unifie les services jusqu'à la location de vos skis de façon importante. Donc ça, je crois que c'est une tendance qui est forte. Et pour ceux qui travaillent avec des agences, on observe que ces agences évoluent très fortement vers des offres de services intégrés, parfois qui sont très éloignées de leur métier d'origine, qui est le métier de la réclame. Et je crois que ça correspond à cette volonté de rentrer dans le monde de la data de façon importante. Alors, une autre notion que j'ai commencé à évoquer qui est importante, c'est l'explosion du monde des adresses IP. C'est une explosion qui est absolument sans limite. On parle de 100 millions d'adresses IP en 2025. En 2012, on parlait d'à peu près 100 milliards. On parlait d'à peu près 10 milliards d'adresses IP. Donc, dans une échelle de 12 ans, on va multiplier par 10 le nombre d'adresses IP qui sont disponibles sur Internet. C'est pour ça que nous avons évolué vers un IPv6 pour pouvoir adresser ces problématiques. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a de très très nombreux enjeux qui vont devoir être adressés, dont l'émergence de nouveaux usages de façon absolument incroyable. Il va y avoir un florissement de nouveaux usages. Je pense particulièrement aux pays en développement qui utilisent les technologies mobiles et les technologies des objets connectés comme une substitution aux infrastructures. Je m'explique, quand vous êtes un fermier, si vous avez un manque d'infrastructures, par exemple si vous n'avez pas de silo à grains, le jour où vous faites votre récolte de denrées qui par définition sont périssables, si vous n'êtes pas capable de les stocker dans les silos à grains, elles sont perdues. Sauf si vous pouvez appeler un camion qui va venir les chercher et qui les emmènera où il faudra. C'est exactement la caractéristique clé des mobiles, c'est ce qu'on appelle les gains d'opportunité, gains que vous expérimentez tous les jours, à chaque instant, en ce moment même en utilisant vos mobiles. Eh bien, dans des pays où il y a peu d'infrastructures, tous les pays en développement, les gains d'opportunité permis par la technologie qui fait matcher l'offre et la demande de façon plus efficace sont évidemment considérables. Et c'est aussi pour ça qu'on va sans doute continuer à assister à une accélération de la croissance dans les pays africains. Je rappelle que les pays africains croissent à un taux de l'ordre de 5,5% en 2014. Et on estime que sur cette croissance, il y en a deux points de croissance qui sont dus au réseau télécom et à l'ensemble de l'ère de l'information. Une autre notion qui me semble importante à aborder, c'est évidemment la dimension régulatoire de la donnée qui est créée par tous ces objets connectés. Et je crois que c'est une notion qui est extrêmement peu traitée actuellement et qui mériterait qu'on se penche plus dessus. Nous avons aujourd'hui une régulation qui est une régulation héritée de l'ère industrielle, mais ce que je dis tout le temps, c'est si j'étais un organisme de santé, la sécurité sociale par exemple, et que j'étais capable de deviner quand est-ce que vous allez attraper une maladie grave, un cancer par exemple, est-ce que je devrais vous le dire ? La régulation qui existe aujourd'hui ne me permet pas de le faire. Et le contrat social tel qu'il est défini aujourd'hui ne me permet pas de faire ça. Eh bien, je crois que c'est le moment qu'il y ait un grand débat, un débat citoyen, pour faire en sorte que ces enjeux qui sont liés à la donnée, ces enjeux qui vont emporter les objets connectés, ce soient des enjeux qui soient ouverts, qui soient accessibles à chacun d'entre nous et que nous puissions dépasser le débat d'experts et que finalement ce soit la société civile, la démocratie qui puisse trancher et dire quel est le type de société que nous souhaitons avoir. Je pourrais vous donner tout un tas d'exemples qui montrent que ces enjeux sont des enjeux sur lesquels nous ne sommes pas assez interpellés et sur lesquels nous devrions avancer. Je pense en particulier aux objets connectés, ces objets connectés qui sont extrêmement peu sécurisés, sur lesquels n'importe qui peut attraper des adresses MAC et d'une certaine manière sur lesquels il n'y a pas eu très clairement autre chose qu'une intention technologique et que la régulation est en train de courir derrière. La dernière notion que je voudrais évoquer avec vous et qui est une notion qui m'est très chère, c'est la notion de contextualisation. La contextualisation, c'est ce que j'ai évoqué rapidement en parlant de la disparition du marketing, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans un contexte donné, on peut faire en sorte que vous ayez des services qui soient appropriés à ce que vous voulez. Et cette notion, c'est ce qu'on appelle le learning machine. Le learning machine, c'est une dimension de la big data
qui est en train d'exploser, notamment je pense à Stanford et à Harvard, et qui montre qu'en réunissant les données, on arrive à créer une valeur ajoutée absolument considérable pour les utilisateurs. Alors, un exemple qui, moi, m'est cher et que je trouve incroyable, c'est l'idée de la disparition des apps. Vous rentrez dans un restaurant, vous pouvez chercher dans votre mobile, par exemple, l'app du menu du restaurant. Vous pouvez avoir une contextualisation qui fait que vous allez avoir automatiquement le menu qui va s'afficher sur votre mobile, vos contraintes diététiques, et donc qui va vous pointer les plats qui seront plus spécifiques, et puis vos objets connectés qui vous diront, en fait, vous avez fait des efforts ce matin, votre taux de glycémie est de temps, donc on vous recommande plus particulièrement ça. Voilà un cas de contextualisation qui pourra être permis avec les objets connectés, la data, mais pour ça, il va falloir un niveau technologique qui n'est évidemment pas celui que nous avons aujourd'hui, un niveau régulatoire qui n'est pas celui que nous avons aujourd'hui, et au-delà de ça, une conception, une pensée au travers des entreprises, une culture d'entreprise qui n'est pas celle que nous avons. Donc le challenge du mobile, c'est un challenge qui commence. Je pense que c'est des enjeux qui sont fantastiques, qui sont pour moi d'un niveau de magnitude qui est celui de la troisième révolution industrielle. Je tiens à le dire, depuis quelques années, les États-Unis enregistrent des gains de productivité qui n'ont jamais été observés dans l'ère moderne économique. C'est-à-dire que clairement, il se passe quelque chose d'inattendu et quelque chose qui est largement emmené par la dimension numérique. Donc nous sommes au tout début de cette révolution. C'est une opportunité fantastique, à condition que nous prenions dans le bon sens ces enjeux, que nous comprenions que la régulation n'est pas faite uniquement pour freiner, que nous comprenons que l'innovation doit être repensée et que ce n'est pas uniquement des plateformes telles que nous les avons conçues autour de ces 20 dernières années, et que c'est finalement une opportunité pour des pays développés comme le nôtre. Donc il y a un journaliste qui a dit il y a 2 ans de ça, la data est le pétrole du 21e siècle. Je crois que c'est une phrase qui restera parce qu'elle illustre particulièrement bien cette notion de troisième révolution industrielle dans laquelle nous rentrons et qui me semble pleine d'opportunités extraordinaires. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gilles.